J'ai failli tuer mon partenaire et la balle est passée à ça de son œil. Il y a du monde. Salut, allez ciao. You're good Non. for trailing, but not for trailing. Yeah. On a fait un copain, je crois. Concernant l'Open Australie, je me souviens m'être levé dans la nuit pour regarder la finale d'Arnaud Clément. Oh yes, contre Andre Agassi. voilà, 2001 je crois. Bah, il fallait se lever, hein. Salut Hugo. Ça va, Max? Ça va? Un an après à Melbourne. C'est ça. On se retrouve, on avait pris un petit café l'année dernière dans un café français avec des petites cuillères en argenterie. Le temps passe vite, hein. C'est bon ça, tu vas nous raconter un peu où t'en es. Je te propose de faire un tour en bas là, le long des quais. On va descendre après la gare, là, vite fait. Tu connais Je bien? vais te montrer. Ah bah cool. Voilà un guide pour une fois. Ouais, ouais. Les mecs, je leur dis, je t'emmène dans un parc, ils disent quoi? Il y a de la verdure à côté, ils connaissent pas trop. Après quelques années à Melbourne, Combien de on a fait participations là? 2-3 fois le tour. C'est ma 8e là. Ok. T'es du genre à aller te faire un petit footing dans les parcs et tout, ou ça n'a rien à voir avec le tennis, du coup plus marcher à droite à gauche? Non, plus marcher, la prépa physique, je la fais vraiment on-site en général avec mon prépa, Ouais. Kevin. Et quand je vais dans les parcs, c'est plus pour me ressourcer, Pour chiller, chiller tranquille. ça bouquine un peu? Pas assez. Ouais. J'aimerais bien lire un peu plus, mais pas assez. J'essaye. Bon, du coup, Hugo Nice, 33 ans dans l'année T34, de 91, 27e mondial, tu m'as dit? 24 ou 25 cette semaine, je crois, dans ces eaux-là. Ok. Joueur de double. Ouais. Ton palmarès, tu as fait finale à l'Open d'Australie 2023. 3. Un autre résultat probant, dis-moi. On a gagné le Masters 1000 de Rome en 2023 aussi. Très bon ça. Avec le Polonais Jan, Zielinski, voilà. voilà, Et avec qui tu as arrêté de collaborer fin d'année, il me semble, et tu es parti cette année avec Edouard Gévassin. C'est ça, on a arrêté de jouer après quasiment 3 ans ensemble et là je démarre l'année avec Edouard. On a fait notre premier tournoi et là c'est notre premier grand chelem ensemble. Et comment ça se passe une collaboration en double? Pourquoi est-ce qu'à un moment donné on arrête en fait? C'est comme dans un couple, on se prend la tête et c'est fini? Bon, on se prend pas forcément la tête parce que ça s'est très bien terminé, on s'entend Ok. très bien. Ouais. C'est juste qu'on était un peu arrivé au bout d'un truc où, si tu veux, on passe énormément de temps ensemble, oui. C'était plus tennistiquement que voilà, on n'arrivait plus à s'entendre vraiment sur ce qu'on voulait, les objectifs pas vraiment alignés. Donc voilà. C'est-à-dire quels sont les tiens et les siens? On a les mêmes objectifs de résultats entre guillemets, mais objectifs d'entraînement, de comment aller au résultat, on n'avait pas du tout la même vision des choses sur l'entraînement, sur beaucoup de choses. Donc voilà, c'était le moment d'arrêter et de changer. Vous aviez pris un coach ensemble, non? On avait un coach polonais qui est son entraîneur à lui à la base et qui est devenu notre entraîneur. Ouais. Ok. Et avec Edouard, vous vous sentez plus aligné là-dessus? C'est plus facile parce qu'il est français? Ou ça joue pas forcément? C'est quoi ton point de vue? Il y a du monde. Salut, allez ciao. Je t'avoue que ça fait du bien de parler français un peu dans l'équipe. Ouais. Ça Pour fait du déconner, bien de c'est plus parler simple. Français, après 3 ans, bon, c'est pas un problème de parler anglais, mais voilà, ça passe un peu mieux, tout passe un peu plus facile. Et puis là, on a son entraîneur qui le suivait depuis pas mal d'années, Dave, un entraîneur américain, et j'ai Guillaume aussi, Couillard, le capitaine de la Coupe Davis à Monaco, qui va nous suivre sur les tournois un peu plus en Europe. D'accord. Il joue à gauche, tu joues à gauche, enfin vous étiez compatibles Il là-dessus? joue à gauche, je joue à droite. Parfait. On savait que nos jeux étaient assez compatibles, on a pas mal d'espoir là-dessus. C'était assez fluide dès le départ. Toi, What do you guys think of my outfit? My tennis outfit. Tennis outfit? No, you're good No. for trailing, but not for tennis. It's kind of good for trailing. Yeah, Are definitely. you guys players? Keys. Yeah, nice. I'm gonna play. On a fait un copain, je crois. Thank you. Ouais, voilà. Fuck. Il y a un deuxième caméraman. Ouais. On a responsable de réseaux sociaux à côté. Toi, généralement, tu es combien de semaines par an en tournoi? Avec les tournois qui durent 2 semaines, comme les Grands Chelems et les Masters 1000, presque 40 semaines. Hein. Ah ouais. Enfin, entre 35 et 40 semaines. Et Edouard, avec des enfants, il est sur la même. là. On the same page? Il est sur la Ouais, même ouais, longueur? ouais. Alors, il essaie de voyager, je crois, de plus en plus avec eux. Il commence à grandir, ses enfants. Ils étaient là sur la United Cup et Adélaïde. Très bon ça. Mais oui, en fait, on va faire entre 28 et 32, 33 tournois. Et
Et ça fait beaucoup de semaines. C'est-à-dire que les semaines où il voyage pas, tu fais quoi? Tu fais comment? Où lui il voyage pas? Ouais. Ah non, mais on va faire tous les tournois Toute la prog est programmée ensemble. Toute la prog, tout est programmé ensemble. Après il y a des semaines, si lui il sent qu'il a vraiment besoin de faire du jus, et que moi j'ai envie de jouer, ok, je jouerai avec quelqu'un d'autre. Mais ouais. Et inversement, mais ça sera 1 ou 2 semaines dans l'année max. D'accord. En fait, je pensais qu'on était sur le pont de là-bas, tu vois. Je connais pas si bien en fait. Ah voilà, on est parti de l'hôtel des joueurs, le Grand Hayat. Et là, en gros, si on traverse ce parc… On va récupérer la rivière, là, non? Ouais, on arrive au stade en, je sais pas, 10-12 minutes à peu près à pied. Donc c'est assez pratique. Melbourne, tu dirais que c'est le top en termes de service sur les 4 grands chelems ou… Oui, je pense que c'est du côté joueur et facilité, c'est Melbourne le plus facile. On est en ville, on est à 5 minutes en voiture, un quart d'heure à pied. Ouais. Il y a beaucoup de place pour manger, il y a les vestiaires, tout est grand, tout est très bien organisé. Il y a 3 cours couverts au cas où. C'est l'été. C'est monstrueux. Il y a quand même pas mal de choses qui vont à la faveur de l'Open d'Australie. C'est quoi tes souvenirs quand tu étais jeune, que tu allumais la téloche, les gars que tu suivais à l'époque tu peux nous raconter un peu? Concernant l'Open d'Australie, je me souviens m'être levé dans la nuit pour regarder la finale d'Arnaud Clément. Oh yes! C'est ça qu'il a perdu contre Andre Agassi. Voilà. Voilà, c'est mon plus vieux souvenir de l'Open d'Australie, je me souviens. 2001, je crois. Il fallait se lever, hein. Il fallait se lever. Si tu voulais regarder les gros matchs, c'était en pleine nuit. Ah, c'est énorme. Et tu faisais quoi? T'allais à l'école à l'époque ou t'étais déjà en sport-études? Je suis quand même allé à l'école. Je suis pas qu'un sportif. Oui, non, je suis allé à l'école à l'école dans le système normal jusqu'en fin de seconde et après j'étais au CNED seulement en première terminale. D'accord. Donc ouais, j'allais à l'école normale. T'étais où à cette époque-là? En Haute-Savoie et à Genève aussi, jusqu'à 18 ans. Je te propose d'aller voir les péniches là-bas. Allez. Je sens que ça peut te plaire ça. Et t'es toujours en couple? Oui, je suis toujours en couple. Pas trop dur de voyager toutes ces semaines si. Pour gérer tout ça? Si, c'est très dur. C'est quoi votre tactique à vous? Notre tactique, écoute, on fait comme on peut. Elle vient dès que c'est possible. On est en train de voir justement pour qu'elle vienne plus. Voilà. Mais globalement… Elle fait quoi ta copine, tu peux nous dire? Elle est créatrice de bijoux. Ok. Voilà. D'accord, très bien. Alright. Donc tu as un partenaire qui s'appelle Lextia qui te permet de en partie financer ta saison. Tu peux nous dire quelle importance ça peut avoir dans une saison d'un joueur de double, un partenaire comme ça? Je pense que c'est la même chose que pour les partenaires de simple. Si tu veux, quand on arrive à avoir des partenaires comme ça qui évidemment nous donnent une somme d'argent, ça permet d'étoffer un petit peu sa structure. Ouais. Donc payer un entraîneur pour X semaines ou un physio ou un préparateur physique. Enfin, on a tellement de dépenses vu qu'on dépense, on doit absolument tout payer. Combien à l'année tu dirais toi? Tu sais? Franchement, c'est dur de donner une fourchette, mais c'est, je dirais, 30 à 40% de ton prize money, facile. Tu dirais plus de 150 toi? 1000 euros? 150 000 euros? Ouais. Non, je pense pas que je sois à 150 000 euros moi, mais j'aimerais bien. Mais, non, je suis entre 50 et 100. Ouais. D'accord. Entre 50 et 100. Entre 50 et 100, donc voilà, écoute, puis après ça permet aussi de rencontrer des belles personnes. Moi je m'entends très bien avec Arnaud qui est le CEO d'Extia et qui m'aide aussi pour pas mal d'autres choses dans la vie. Comme quoi? Alors je bénéficie de son expertise, c'est quelqu'un qui a quand même bien réussi et voilà, je suis toujours curieux de savoir ce qu'il pense des choses, que ce soit de l'immobilier, un peu de tout quoi. Exia qui est une boîte informatique qui place des ingénieurs, ils sont un peu plus de 3000 personnes. Ouais. Et ce qui les intéresse pour faire le lien avec les joueurs de tennis, c'est les soft skills, c'est des compétences que tu n'apprends pas forcément à l'école, qui viennent plus par expérience de la vie on va dire. Ouais. Tu dirais que c'est quoi tes forces ou au contraire tes faiblesses sur la communication que tu peux peut-être retrouver avec ton coach, en débrief de match, sur la manière d'exprimer peut-être tes besoins ou des trucs comme ça. Où est-ce que tu pêches et où est-ce que tu dirais que tu es bon sans avoir étudié, c'est ça? Ouais. Écoute, j'ai commencé par là où je suis bon. Ça revient un peu sur ce que je te disais tout à l'heure, on doit tout payer, on doit tout organiser. Et depuis que j'ai 18
c'est 17 ans, j'organise absolument toute ma vie autour du tennis et les voyages, embaucher les coachs, payer les... Enfin, l'organisation, c'est pas du tout un problème. L'adaptation à l'étranger, parler une deuxième langue couramment, voilà, ça c'est des choses que j'ai apprises sur le tas et qui sont perfectionnées d'année en année. Ouais, on peut en monter là. Après, les faiblesses, tous les trucs qui nécessitent des études en fait. C'est-à-dire les études de marché, si tu veux investir plus tard, le marketing, c'est des choses que bon voilà, j'ai les notions parce que je vois beaucoup de choses. Maintenant, il faut te vendre, te promouvoir. Ouais, voilà, je pense qu'il faut quand même à un moment donné passer par la case apprentissage. C'est bien normal parce que si tout s'apprenait comme ça en 3 minutes. Après, tu peux te staffer, mais c'est vrai que c'est toujours des frais en plus. Il vaut mieux savoir le faire seul, ouais. Tout dépend. Admettons, si tu veux, on voit de plus en plus de joueurs qui font du contenu, qui investissent, c'est aussi bien, dans le sens où tu n'as pas forcément le temps ni l'énergie ou quoi. Ouais, c'est vrai. Le temps, en fait, ça prend beaucoup de temps, en fait, au final. Et c'est pas facile de s'y mettre. Tu le sens venir un peu ce move des joueurs qui investissent de plus en plus sur leur image. Est-ce que tu penses que dans les allées, dans le player lounge ou quoi, il y aura de plus en plus de gars avec des caméras qui vont faire la promotion de, tu vois, un peu comme la Monf qui fait ses vlogs, mais est-ce que tu sens que ça va arriver de plus en plus? Il y a Jules Marie aussi qui... Ouais, mais je veux dire vraiment au top niveau. Franchement, je le sens pas plus que ça parce que déjà j'ai l'impression que c'est difficile de filmer à l'intérieur d'un tournoi parce que tout est assez bloqué par le tournoi lui-même. Il y a beaucoup de... Comment dire, je sais... Tout est privatisé, les joueurs, comme tu disais, ça prend du temps, c'est de l'argent. Un joueur qui a des sous, il va d'abord prendre un coach tennis, après il va prendre un préparateur physique, après il va prendre un physio. Enfin voilà, moi je vois pas tout le monde faire ce move là. Non, je vois pas ça. Après, je suis peut-être pas un grand visionnaire. Peut-être que je sens rien. Peut-être que je sens rien du tout. Normalement, il y a un écran qui montre les matchs de tennis. On va juste checker si. Il est là à droite. Ouais. S'il y a un truc qui passe ou pas. Ici, c'est sympa le soir. Il y a les canapes et tout. Tu t'autorises un petit verre le soir, une sortie, un truc ou... C'est quoi ta routine? Ça dépend un peu de la prog, mais on essaie d'aller dîner avec les potes quand c'est possible. Pas trop rester au club. En dehors du stade? Ouais, en dehors du stade, par là, il y a beaucoup de restos. Mais bon, c'est pas facile justement de se donner rendez-vous avec les potes. Tout le monde a un programme tellement différent, Grand Chelem, tout le monde doit gérer les trucs, tu dois aller off-site, revenir les soins, les machins. Bon là, Nathan, on peut faire un petit plan. Ça chill en dehors du stade, c'est l'été, il y a des transats, ça kiffe. Là. Tu vas mettre Daniel quand même, mais bon. Ah non, ils mettent un Australien évidemment. Tu les connais les deux là? Il y en a un que je connais bien, ouais. Il m'a brisé mon rêve il y a 2 ans. En finale d'Australian? Ouais. Mais c'est bien, comme ça je peux toujours courir après ce rêve, c'est cool. C'est bon ça. C'est Kruger? Non, Jikata. Jikata, j'ai perdu contre lui et Kubler en finale de l'Open d'Australie il y a 1 an, 2 ans. Et le mec maintenant fait que du simple ou du double? Ils étaient déjà joueurs de simple à fond et ils avaient trouvé le tableau. C'était une année un peu folle. Ils avaient battu toutes les grosses équipes de double et nous en finale, malheureusement. Et c'est quoi ta manière de débriefer les matchs? Est-ce que vous avez une routine là-dessus? Est-ce que sur une défaite, tu le fais à chaud dans la foulée ou tu attends de laisser passer un peu de temps par exemple? Ça dépend. Ça dépend. Quand la défaite, souvent c'est assez rapide. On essaie de passer à autre chose rapidement et de construire. Après, quand c'est une défaite peut-être très compliquée à digérer, on va laisser passer un peu de temps, maximum 24 heures. Et après, il faut absolument débriefer parce que faut apprendre de ses échecs. Mais en général, c'est réunion un peu avec le coach, le joueur. Puis voilà, on dit les choses. Et à la fin, souvent, c'est quasiment digéré à 100% puisque tu en as parlé et que tu es déjà motivé sur le prochain objectif. T'arrives toi à dire les choses qui piquent?
Tu es là à dire ah, je sais que j'ai été nul là-dessus, tu arrives à le formuler, à être 100% honnête ou tu sens que parfois ça coince encore? Ouais, je pense même que j'ai tendance à être un peu trop perfectionniste et à, voilà, à dire un peu trop putain j'ai pas bien fait ça, j'ai pas bien fait ci, alors que souvent on me rassure en me disant bah si c'était pas si mal franchement et bon ok il va falloir faire un peu plus ça, mais la plupart du temps les coachs ils ont tendance à dédramatiser un peu le truc sur ma vision des choses. Où est-ce que tu sens que tu progresses encore là? Où est-ce que je progresse? Bah là, en ce moment, je progresse vachement sur mon jeu au filet où je prends beaucoup de place parce que Edouard, c'est un joueur qui retourne beaucoup, retourne beaucoup de balles dans le court. Et du coup, moi, je peux prendre de la place au filet. Ce qui n'était pas forcément le cas avant où Yann, c'était un peu soit des coups de pétard, soit ça passait pas. D'accord. Et du coup, j'avais pas grand-chose à faire. Et là, voilà, c'est très spécifique, mais c'est le premier truc qui m'est venu à l'esprit. Ouais. Est-ce que tu te souviens d'une défaite, tu parlais de la finale de l'Open Australie, qui t'a fait mal, peut-être pas forcément celle-là, mais sur laquelle tu as pu avoir un déclic mental, un truc concret dont tu t'es servi? Bah ouais, en fait la finale de l'Open d'Australie m'a quand même fait beaucoup de mal mais beaucoup de bien aussi parce que 4 mois plus tard on est en finale du Masters 1000 de Rome, c'était la première fois que j'étais en finale de la Masters 1000 et je l'ai absolument pas vécu de la même façon alors que c'était quand même une finale de Masters 1000. Et, tu l'as vécu comment? Je l'ai vécu en dédramatisant. Je savais que j'avais perdu déjà une finale encore plus importante et que le tout c'était de rester au présent la veille du match et de jouer son match à fond et que ça passerait ou ça passerait pas et que ma vie n'a pas changé parce que j'ai perdu en finale de l'Open d'Australie. Donc voilà, enfin, toute une préparation mentale qui a fait que j'ai fait une belle finale et on l'a gagnée. Parce que tu t'étais un peu dispersé pour l'Open d'Australie? C'était stressant. J'ai vécu 2 jours entre la demi et la finale qui étaient pas faciles à vivre, mais il faut les vivre une première fois et s'en servir après, quoi. Putain, il fait chaud. Hein. Ah, il fait bon là. Je suis en train de suer là. Vous prenez qui au premier tour? On prend Matos Melo. C'est des Brésiliens qui jouent contre l'équipe de France d'ailleurs en Coupe Davis là, en venant de l'Open d'Australie. Ce sera l'équipe brésilienne. C'est des gros joueurs. Melo il a été numéro 1 mondial. Matos top 30, ils sont solides. On a un gros premier tour. Est-ce que tu peux nous expliquer quand tu découvres un tableau, comment tu le vis et comment ça marche? On connaît évidemment, et encore, je pense que 3/4 des fans de tennis, tu leur demandes combien de joueurs il y a dans un tableau de simple en grand chelem, pas forcément qui te répondent. En double, ça marche combien? 128. 128 joueurs en simple. En simple, il y a 64 équipes de double. Ok. Donc la même chose. D'accord. Et vous êtes tête de série ou pas? Il y a combien de têtes de série? Tête de série 15. Il y en a 32 aussi? Il y en a 16. D'accord. Ah ouais, avant-dernière. Ce qui vous permet d'avoir un premier tour pas normalement. De tête. Bah ouais, bon pour le coup là on joue Matos Melo qui sont les premiers pas tête de série, donc ça revient un peu au même. Ouais. Moi j'estime qu'il faut battre tout le monde. Après, toujours un petit peu excitant je trouve de découvrir un tableau de grand chelem, même quand on a fait beaucoup. Franchement c'est un peu le petit garçon qui découvre le tableau depuis que je fais de la compète en tennis. Même quand j'arrivais dans le club de Thonon-les-Bains ou Menton ou Nice, j'arrivais et j'allais voir le tableau et j'avais une petite excitation, tu vois, c'est cool je trouve, c'est vraiment cool. C'est bon ça. T'es du genre à regarder que ton match, ta ligne, ta moitié ou l'intégralité te projeter jusqu'au bout? Ça dépend des périodes. Des périodes où je me dis allez, faut que je me ressente que sur moi, pas que sur nous. Et je demande juste au coach du coup, bon on joue qui? Et il y a pareil, il y a cette excitation qui me dit. Mais la plupart du temps je regarde et puis très rapidement je pense qu'au premier tour de toute façon. C'est quoi ta plus grosse série de victoires sur le circuit? C'est combien de victoires d'affilée? En double, en double, on avait gagné, je crois, 11 matchs. C'était en 2021 avec Team Putz. On avait gagné Estoril, on avait enchaîné avec victoire à Lyon et quart à Roland. Donc on avait gagné 12 matchs, je crois. 12 matchs sur ça. Tu dirais que quand tu es à la 8e victoire et que tout se goupille bien et que tu commences à avoir de très gros repères et à gagner les tie-breaks au moment où il faut les gagner, sauver les balles de break au moment où il faut les sauver, il se passe quoi dans la tronche à ce moment-là, très précisément? Tu continues, personnellement, si je suis dans cet état-là, je continue à tout faire exactement de la même façon. Mais qu'est-ce qui s'est produit, tu penses, pour arriver à ce stade-là?
Bah, c'est difficile à dire. On appelle finalement la confiance. La confiance, la confiance, c'est le résultat de travail. Et après, c'est une mini accumulation d'opportunités gagnées, j'ai envie de dire, parce qu'en plus, avec les super tie-break en double, c'est vraiment chaud. Et les noades, c'est une petite accumulation d'occasions, comment on dit, saisies. Ouais. Et un peu de chance. Mais, voilà, puis après, c'est juste le résultat du travail que tu as effectué pour être consistant à un moment donné, quoi. J'ai encore jamais dormi ici, en 8 ans. T'es où, toi? Je suis au Hilton. Et quoi, il coûte trop cher celui-là ou... Non, c'est les mêmes prix, je sais pas. J'ai toujours superstitieux, une autre option. Non, je sais pas, je préfère à la limite quand il y a un peu moins de joueurs. Ouais. Les hôtels, il y a moins de joueurs. Et un Airbnb, non, pas jusque-là? Si. D'ailleurs, j'avais réservé un Airbnb cette année. Ouais. On me l'a annulé la veille. Je suis arrivé à Melbourne après Adelaide. J'avais rien. Je me suis débrouillé dans la journée pour avoir un hôtel. Ça va être là? Ouais. Airbnb, c'est un peu la loterie quand même. Et qu'est-ce qui fait que, au contraire, tu passes en sous-confiance? C'est quoi l'enchaînement? Déjà, ta plus grosse série de first, c'est combien? En double, je me souviens pas. Pas tant que ça finalement? Ça doit être 4-5 je pense, dans ces eaux-là, souvent pas plus. Et qu'est-ce qui fait? C'est pareil, c'est pas un manque de travail, parce que la plupart du temps justement tu t'entraînes énormément entre les firsts et ça devient usant parce que tu fais que t'entraîner en fait. Et voilà, en double c'est vraiment différent, j'ai envie de dire, parce qu'avec ces super tie-break tu peux te retrouver à faire des très bons matchs et à perdre. Donc il y a une approche vraiment différente, c'est que tu perds, tu fais le débrief, tu prends conscience que tu as fait quand même des très bonnes choses, qu'eux ils ont très bien joué et que ça s'est joué encore à 2 points, donc il faut juste garder le cap du travail à effectuer et puis ça finira par passer, quoi. Qu'est-ce que tu conseilles du coup à tous ceux qui sont dans le trou là mentalement, qui regardent exactement ce que je viens de dire. Après il faut faire quand même un débrief lucide. Si tu prends que des 6-1, 6-1 et que tu fais n'importe quoi et que tu pètes tes raquettes, c'est sûr que il y a peut-être des changements à faire. Par contre, si c'est des matchs accrochés et qu'il y a une série de défaites, faut s'accrocher. Pas de choix. S'accrocher, continuer à travailler. C'est fou comme parfois ça peut tourner sur des micro-trucs. Ouais. Tu te bats comme jamais, tu fais un 7-6 troisième. Le tennis, c'est que ça. Tu peux faire une série de défaites et derrière, tu sens un truc, il y a une victoire, 2 victoires et puis tu as l'impression après que la raquette c'est un peu le prolongement de ton bras et tu comprends pas trop parce qu'il y a une semaine tu n'en mettais pas une. Enfin voilà, il faut continuer à bosser et bien penser. Tu vas avoir 34, tu te sens comment physiquement et tu te sens durer encore combien d'années? Je me sens très bien physiquement. Les années passent mais je ne me sens pas du tout faiblir. Je progresse même sur certaines choses. J'ai un très bon préparateur physique. Kevin Blandy de Toulouse. Je fais un petit big up à Kevin. Et voilà, et c'est très important, donc il faut que je bosse physiquement, je bosse beaucoup, enfin je pense que je bosse beaucoup, et du coup je me sens bien. Et tu fais attention à tout, nutrition, sommeil, tout ça, tu as par exemple un programme diététique et tout ou pas? Non, j'ai pas de programme, mais je fais gaffe et j'ai des notions si tu veux, assez simples. Je fais pas n'importe quoi, pareil pour le sommeil, je dors. Quand je sens qu'il faut que je dors plus, je dors plus. Enfin, c'est très chill. Tu as besoin de combien d'heures toi? 8 heures, je suis très bien. Très bien. Ouais. Et combien de desserts par semaine par exemple? Je suis pas trop sucré, je souffre pas trop de pas prendre de dessert. Moi mon gros truc c'est le fromage. Ok. Et ça va du coup à l'étranger, ils ont pas trop de fromage de toute façon, donc fromage pain, quand je suis à la maison c'est chaud. Ah ouais. C'est chaud de se restreindre, c'est vraiment mon péché mignon. Qu'est-ce que tu répondrais à, j'ai entendu 1 ou 2 fois, les joueurs de double coûtent plus d'argent qu'autre chose au tournoi? Et que tu vois, c'est une partie du circuit qui est un peu sous-cotée, quoi. Qu'est-ce que tu répondrais à ça alors que toi c'est ton métier, c'est ton investissement au quotidien, c'est ta passion? Comment tu perçois ce truc-là? C'est 2 choses différentes, mais qui coûtent plus d'argent, c'est faux. Bon, ça c'est les détracteurs du double, qui vont dire ça. Mais c'est faux parce qu'en fait le double, il permet beaucoup au tournoi de remplir les progs. Ouais. Parce que tu sais, sur un ATP 250, tu te retrouves le vendredi, il n'y a que 4 simples. Ouais. Et il faut vendre des tickets, donc il y a des doubles en plus, ils sont très contents. C'est pareil sur les grands chelems, ça n'importe quel directeur de tournoi te le dira.
Maintenant, il y en a qui pestent un petit peu sur le nombre de chambres. Mais bon, il n'y a même pas de débat en fait. Oui, parce que le tournoi doit loger les joueurs et c'est beaucoup d'argent. Après, non, sur le reste, ta deuxième question c'était? Ouais, comment tu... est-ce que c'est... Ouais, non, mais ça manque de médiatisation. Enfin, pour moi, il n'y a pas trop de débat. C'est normal qu'on gagne moins que les joueurs de simple parce que ça fait venir moins de monde, ça fait moins vendre. En fait, je vois pas trop pourquoi on essaye de combattre le double en fait. Enfin, ça fait partie du tennis depuis 120 ans, 130 ans. Et voilà, partie intégrante du tennis, on gagne moins parce qu'on génère moins, mais en même temps, les gens, tu demandes à n'importe qui dans la rue, ils aiment bien regarder du double. Je pense que 90% des gens de plus de 50 ans font que du double dans les clubs en France. Donc voilà, moi, c'est dommage qu'il y ait un mini débat sur est-ce que le double mériterait de rester, parce qu'en fait, le double, c'est le tennis en fait. Enfin, c'est ce que À partir de quel classement tu gagnes bien ta vie en double? Tu perds plus d'argent parce que quand tu entres dans les 80, on va dire, dans les 100, 180, et tu gagnes très bien ta vie quand tu rentres dans les 30. Est-ce que tu sens que donc tu y es depuis quelques temps, déjà bravo, c'est un vrai truc, et tu sens que le niveau se resserre, évolue, ou comment tu perçois le truc? Ouais, il y a de plus en plus de joueurs qui se mettent au double. Tu as beaucoup de joueurs de simple qui, après leur carrière, font du double. Et puis, mine de rien, le prize money a augmenté dans le tennis en général, donc énormément en simple, même s'il pourrait être beaucoup plus haut, mais ça, c'est encore un autre débat, même en simple. Et en double, il a un petit peu augmenté aussi, donc les joueurs voient qu'ils peuvent continuer à gagner leur vie. D'autres ont envie de monter aussi, ils n'y arrivent pas en simple, ils ont envie de monter. C'est de plus en plus professionnel, il n'y a plus un mec qui fait n'importe quoi. Donc oui, le niveau c'est vraiment élevé et c'est pas facile. Quand tu as vu Diego Forlan jouer le double, je sais plus où, là en Amérique du Sud, tu t'es dit quoi? C'est un joueur de foot. C'est bien pour lui si tu veux, mais c'est tant mieux pour lui. Après, il a pris 1-1, non? Comme ça. Donc, ne peux pas t'improviser joueur de tennis parce que comme je disais, le double c'est du tennis. Donc si le mec est nul au tennis, il va prendre une branlée en double aussi. Petit bisou à Bastien Fazancani, coach depuis des années, qui est pas mauvais, qui était pas mauvais, qui a eu qui a gagné au moins à -15, je me souviens, qui disait qu'il avait fait une séance de retour avec toi en se disant je vais faire le test. Il me disait, le mec me disait la zone. Je voyais pas la balle. Il dit pourtant je suis pas nul, je suis coach, je suis tous les jours à une raquette à la main. Je ne voyais pas la balle pour la retourner. D'ailleurs j'ai failli tuer mon partenaire parce qu'il était censé retourner mon service, Bastien. Et il y avait Yann qui était assis derrière sur les practices à Olim. Et la balle est passée à ça de son œil, à 210. on a frôlé le drame. Donc Bastien, voilà, on s'en souviendra de ce jour-là. Tu sers à 2,10 en moyenne? Non, je suis plus en plus. Peut-être un peu entre 195 et 205 en première. C'est bon ça? En moyenne. Ça bosse bien avec Kevin. Voilà. Bon tournoi, mec. Merci beaucoup. Merci beaucoup. À l'année prochaine. Ouais, peut-être. Est-ce que tu peux nous faire une petite conclusion de vidéo? Tu sais, ça sera sur YouTube. Ok. Et déjà, est-ce que tu peux faire un petit bonjour aux personnes d'Exia qui ont regardé? Et éventuellement dire aux gens ce qui est bien de faire sur YouTube. Je sais pas si tu connais. Tu regardes YouTube un peu ou pas? Ce qui est bien de faire sur YouTube, c'est-à-dire? Tu regardes des vidéos sur YouTube? Ouais, beaucoup. Tu sais, à la fin, on demande de s'abonner, de liker, de mettre un commentaire, d'aller éventuellement sur tes réseaux sociaux. Ça, je peux l'ajouter. Ah ouais? Putain, tu vois, je suis pas bon en marketing. Petit coucou aux Exiens qui ont pu regarder la vidéo. Voilà, on est tous dans la même famille et voilà, j'espère que ces petits moments vous donneront du courage aussi pour aller bosser tous les jours. Merci du coup d'avoir regardé cette vidéo avec Hugo. N'hésitez pas à aller vous abonner à son Instagram, on le met dans la description, à liker, à mettre un commentaire et à bientôt. Ciao. Ciao.